8h41, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Mais à quoi bon lire plusieurs journaux le matin ? Mais c'est une très bonne question, Dimitri. Question légitime, si on considère que tous les canards racontent la même chose. Eh bien, un jour comme aujourd'hui, je peux attester qu'il y a des différences. Prenons cette attaque au couteau à Bordeaux, qui a fait, rappelons-le, un mort et un blessé, l'assaillant reprochant à ses victimes de boire de l'alcool un soir de fin de Ramadan. Eh bien, il y a d'abord ceux qui n'en parlent pas du tout, qui estiment que l'affaire n'existe pas. Ceux qui ensuite l'évoquent en quelques lignes sous la rubrique « faits divers », comprenez, les faits se sont bien déroulés, mais il ne faut surtout pas y voir de signification sociétale. Il y a ensuite le Parisien, qui d'habitude aime bien les faits divers, mais qui là ne consacre à l'affaire qu'un petit quart de page, mystère. Et puis il y a le Figaro, qui lui consacre sa une et les 2 pages suivantes. Et il faut reconnaître que le sujet est hautement inflammable. La France confrontée à la violence islamiste du quotidien, titre le journal qui estime qu'en quelques jours, la succession d'affaires auxquelles nous assistons ne permet plus de les cataloguer comme de simples faits divers. Il y a donc cet assassinat de Bordeaux pour consommation d'alcool. Il y a eu le meurtre de Shamseddine, l'agression de Samara à Montpellier, et à chaque fois, écrit le Figaro, des agresseurs qui justifient leurs actes par la transgression des règles traditionnelles islamiques. Et voilà pourquoi certains préfèrent regarder ailleurs. Mais il faut pourtant lire l'interview de Pierre Vermeuren. Cet historien spécialiste des sociétés arabes est interrogé par Martin Bernier. Les islamistes, explique-t-il, ont érigé le ramadan en grand moment de mobilisation pour rappeler les normes islamiques de manière drastique. Ils le font dans les pays où ils sont à l'offensive, au Moyen-Orient, au Maghreb, et désormais en France et en Belgique. Ce qui devrait être un moment de prière et de fête familiale devient pour ces rigoristes un prétexte à la mobilisation identitaire et communautaire. Invisibilisation des femmes sous le voile, interdits alimentaires, séparation des sexes, l'islam rigoriste minoritaire veut devenir la norme. Et c'est donc cela que certains journaux ne veulent pas voir. On parle également logement ce matin. Eux non plus, on ne veut pas les voir. Ils sont pourtant 100 000 Français à vivre à l'année dans des campings, car ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Et c'est un beau reportage que vous lirez dans les quotidiens de l'Est de la France du groupe Ebra. Dans ce camping de l'Oise, qui compte 150 emplacements, raconte Delphine Banco, 50 sont ainsi occupés par des résidents à l'année. Ce sont souvent des couples ou des familles monoparentales, un phénomène en expansion depuis les années 2000, que ce soit dans les territoires périurbains ruraux ou en périphérie des villes marquées par la flambée de l'immobilier et par le développement d'Airbnb. Pour ces personnes, le camping s'avère être la dernière solution, avant souvent de se retrouver à la rue. Certains travaillent, mais c'est compliqué de se loger dans le privé et le logement social, il n'y en a pas, explique la gérante qui préfère garder l'anonymat et qui a demandé à la journaliste que l'on ne cite pas le nom de son camping. Le signe, écrit-elle, d'une réalité qui dérange et que l'on préférerait cacher. Mais pourtant, logement social, on va en parler. Aujourd'hui, Dimitri, les Échos se sont procuré le projet de loi sur le logement abordable, projet qui veut mettre un terme au logement social à vie. À partir d'un certain niveau de revenu, il faudra déménager. 8% des locataires de HLM pourraient être contraints de faire leur valise. Bon, que nous avez-vous trouvé, Olivier, pour conclure cette revue de presse ? Eh bien, fait divers, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et même le fait divers des faits divers, l'affaire de la disparition du petit Émile. Laurent Vadiguier, l'enquêteur très chevronné de Marianne, s'est rendu sur place et s'est intéressé à l'enquête. Sa conclusion, il y a eu des énormes loupés de la gendarmerie. Aujourd'hui qu'on a retrouvé les ossements, à lire les cartes IGN et les courbes de niveau, l'endroit de la découverte semble tristement évident, écrit-il. Et le procureur admet désormais qu'il ne peut affirmer que chaque mètre carré dans cette zone a été fouillé. En fait, les enquêteurs et leurs chiens, qui ont perdu la piste de l'enfant après la fontaine du village, n'ont pas été bien perspicaces. Alors pour l'heure, aucune hypothèse n'est abandonnée, mais à 80%, il semble s'agir d'un accident, affirme le journal. Bon, mais comment expliquer que la piste de l'enfant se soit interrompue ? Eh bien, tenez-vous bien, un loup. Il y en a ici, explique le maire, surtout l'été, avec les troupeaux. Alors, pas d'emballement, mais s'il n'y a personne, un loup peut très bien attraper un enfant à la fontaine du village, courir une demi-heure sans relâcher sa pression et sans faire couler de sang, explique l'un des spécialistes comportementalistes canins. Et là, si effectivement c'est un loup qui a fait le coup, c'est plus un fait divers. C'est le petit chaperon rouge, avec en prime le débat sur la réintroduction de la grosse bête dans les alpages.
et dans notre imaginaire collectif. Ouais, très intéressant, très très intéressant. Merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1.